Nous allons réviser ensemble l'option d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et je vous propose de commencer par le premier thème de l'année qui porte sur les nouveaux espaces de conquête, océan et espace. Dans un premier temps, une introduction générale du thème, océan et espace, les dernières frontières. Ici, on prend la notion de frontière non pas comme limite, point d'aboutissement, mais au contraire comme zone d'expansion, zone de conquête. On va comparer le rôle des océans, mer et océan d'un côté, et de l'espace de l'autre. Les mers et océans se définissent comme des étendues d'eau salée en communication libre, naturelle. Ces mers et océans couvrent environ 70% de la surface terrestre et mettent en contact les 8/10 des États les uns avec les autres. On va voir que depuis les années 80-90, ces espaces maritimes et océaniques sont les objets d'appropriation par les États qui découpent des zones de souveraineté qui leur sont réservées. Parallèlement, on va évoquer l'espace. Par espace, on entend au-dessus de l'espace aérien des États, jusqu'à une distance, une altitude qui par convention est fixée aux environs de 50 km, se dessinent des espaces extra-atmosphériques ou extraterrestres qui font eux aussi de plus en plus l'objet de convoitises. L'enjeu donc de cette introduction, c'est de voir en quoi les océans et l'espace sont en gros les nouveaux enjeux stratégiques majeurs en ce XXIe siècle naissant. Commençons par les mers et océans, nouveaux espaces de convoitise. Depuis les années 1980-90, les États ont la possibilité, en vertu d'un nouveau droit de la mer, de délimiter des frontières de souveraineté dans ces espaces océaniques et maritimes qui présentent une triple caractéristique qui explique les convoitises. La première caractéristique, c'est qu'il s'agit d'espaces de navigation maritime, de circulation et donc d'échanges qui sont absolument décisifs pour les États qui, au 9/10, s'approvisionnent par le biais des échanges commerciaux maritimes. Le deuxième intérêt des mers et océans qui explique les convoitises des États, ce sont les ressources. Les océans regorgent de ressources aussi bien pour la pêche, des ressources halieutiques, que des ressources en minerais, en métaux rares, et surtout les énergies, avec du pétrole et du gaz offshore qu'on exploite à des profondeurs de plus en plus grandes. Troisième type de convoitise, c'est la convoitise pour la puissance géopolitique, géostratégique au sens strict. À savoir qu'en géopolitique, on analyse les mers et océans comme des vecteurs de projection de puissance par les forces aéronavales. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la différence dans les rapports de force internationaux. Ce n'est pas une nouveauté. Dès la plus haute antiquité grecque, Thémistocle, qui avait mis sur pied pour la cité-État d'Athènes une véritable flotte de guerre, déclarait que quiconque contrôle la mer contrôle aussi la Terre. Depuis cette époque-là, les géopolitologues modernes et contemporains s'intéressent aux rivalités entre les puissances continentales et les puissances navales, concluant à l'hégémonie des puissances navales sur les continentales. C'est ce que faisait déjà le géopolitologue américain Alfred Mahan à la fin du XIXe siècle, qui avait démontré la prédominance du sea power dans les rapports de force et avait enjoint les États-Unis à mener une politique de construction navale de grande ampleur. C'est ce qu'ont fait après lui Nicholas Spiegelman et ses héritiers qui ont défendu la politique de néo-containment des États-Unis vis-à-vis de l'URSS puis de la Chine de nos jours en développant leur capacité de projection de force sur les mers et océans. Dans un deuxième temps, évoquons les enjeux pour l'espace, qu'on a présenté comme toute la partie de l'atmosphère terrestre qui se trouve au-delà de 50 km. Dans cette zone, l'espace, l'ONU a fait voter un traité international en 1967 qui interdit l'appropriation par l'État, qui interdit l'usage d'armes dans l'espace, en vertu d'une déclaration assez connue de 1963 qui avait été intégrée dans le traité de 1967, pas d'armes en orbite. Si bien que l'espace extra-atmosphérique est érigé au rang de patrimoine commun de l'humanité, sur le modèle de ce que l'ONU avait fait pour l'Arctique
pour l'Antarctique en 1959. Qui dit patrimoine commun de l'humanité ne dit pas forcément absence de rivalité et de convoitise, dans la mesure où les États envoient énormément de satellites dans l'espace. Ce sont des satellites, pour l'essentiel, à vocation militaire, qui ne sont pas là pour tirer des missiles ou lancer des bombes, mais pour faire du renseignement, pour faire de l'information. Donc on ne peut pas dire que l'espace ne soit pas objet aussi de convoitise de type géostratégique. Dans ce contexte de militarisation croissante, l'ONU reste toutefois la seule gestionnaire de l'espace et promeut des usages pacifiques, essentiellement tournés vers l'exploration. C'est ainsi, on le verra, que à la suite des Américains qui avaient atterri sur la Lune en 1969, les Chinois, par exemple, sont en train de mener un grand programme d'exploration de l'astre lunaire. Ainsi, le point commun entre les espaces océaniques et l'espace extra-atmosphérique, c'est une course entre grandes puissances. Seules les grandes puissances ont accès à ces nouvelles frontières. Dans le cadre de la course à l'espace, qu'on décrira plus précisément dans une prochaine séance, ce sont les États-Unis et l'URSS, superpuissances de la guerre froide, qui les premières se sont lancées à la course à l'espace, qu'elles ont articulée à la course aux armements. Ainsi, entre les années 1958 et 1962, les États-Unis et l'URSS avaient réalisé une vingtaine d'explosions nucléaires, de tests nucléaires dans la haute atmosphère. Ça a été ensuite interdit par un traité bilatéral de 1963, interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère qui a été élargie à d'autres pays, et maintenant c'est respecté. Il n'empêche, comme on vient de le voir, que les États, pas simplement les États-Unis et l'URSS, mais toutes les grandes puissances, cherchent à contrôler l'espace pour des enjeux d'information, de renseignement, et surtout pour des enjeux de prestige. L'espace extra-atmosphérique est donc un terrain de rivalité où les grandes puissances se mesurent les unes les autres et dans lequel les puissances émergentes cherchent à se faire une place, comme on le décrira avec la Chine. Parallèlement, est lancée une véritable course à la mer depuis les années 1990. Cette fois, tout un ensemble d'États y participent, puisque en fonction du droit international de la mer, tout État a des prétentions à délimiter des espaces de souveraineté, comme on le verra, en fonction de plusieurs critères et avec des frontières à géographie variable. Ce qui est important, c'est que depuis les années 90, on a assisté à environ 200 traités qui ont été signés entre des États pour accaparer les mers et les océans. Sur ces 200 traités, il reste encore 70 à 80 litiges qui n'ont pas été réglés et certaines zones restent extrêmement tendues, extrêmement convoitées, comme les mers de Chine orientale et méridionale, on verra cet exemple-là, ou l'Arctique, l'océan glacial arctique qui s'ouvre aux convoitises des différents pays riverains. Un exemple, en 2007, la Russie a envoyé une expédition le long de la dorsale de Lomonosov, à plus de 4000 km de fond, y a planté un drapeau national, en prétendant posséder cet espace. Et les Russes ont alors comparé cet exploit à l'alunissage des Américains par l'expédition Apollo en 1969. C'est là que les fonds marins, les grands fonds marins et l'espace se rejoignent.